Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio ACB et en particulier aux élèves de 3e pour une nouvelle émission de cours d'histoire-géographie. Aujourd'hui, nous allons procéder à la correction du brevet blanc que nous avions fait avant les vacances. Alors, vous avez peut-être le corrigé sous les yeux, avec notamment les documents. On va commencer par l'analyse de documents qui étaient tombés en histoire. Alors, c'est un sujet qui avait été proposé à Pondichéry, dans les établissements français de Pondichéry en Inde, en mai 2018. Le sujet portait sur les génocides des Juifs et des Tziganes pendant la Seconde Guerre mondiale. On vous proposait un document, un texte de Simone Weil tiré d'un livre qu'elle a écrit, Une vie, aux éditions Stock 2007. On va relire le texte ensemble si vous voulez bien. Et ensuite, on procédera à la correction des questions. Témoignage d'une déportée. Simone Weil, 1927-2017, est arrêtée par la Gestapo à Nice en mars 1944 avec sa mère et sa sœur. Elles sont conduites au camp de transit de Drancy, en région parisienne, et déportées ensemble en avril 1944. Le 13 avril 1944, nous, c'est-à-dire Simone Weil, sa mère Yvonne et sa sœur Madeleine, avons été embarqués à 5 heures du matin pour une nouvelle étape dans cette descente aux enfers qui semblait sans fin. Des autobus nous ont conduits à la gare de Bobigny, donc c'est le nom d'une ville proche de Drancy, d'où partaient les convois de déportés. Des autobus nous ont conduits à la gare de Bobigny, donc, où l'on nous a fait monter dans des wagons à bestiaux, formant un convoi aussitôt parti vers l'est. Nous étions effroyablement serrés, une soixantaine d'hommes, de femmes, d'enfants, de personnes âgées, mais pas de malades. Tout le monde se poussait pour gagner sa place. Le voyage a duré 2 jours et demi, du 13 avril à l'aube, au 15 au soir, à Auschwitz-Birkenau, qui est donc le nom d'un camp d'extermination, d'un camp de la mort. C'est le plus grand centre de mise à mort du Reich, situé en Pologne. C'est une des dates que je n'oublierai jamais, dit-elle, avec celle du 18 janvier 1945, jour où nous avons quitté Auschwitz, et celle du retour en France, le 23 mai 1945. Ces dates demeurent attachées à mon être le plus profond, comme le tatouage du numéro 78 651 sur la peau de mon bras gauche. Plus tard, le soir de l'arrivée au camp, dans un baraquement surveillé par des capots, elle témoigne. Les capots donc désignent les déportés choisis pour faire régner l'ordre dans le camp. Celles qui avaient été séparées dès lors commençaient à s'inquiéter, se demandant où étaient passés leurs parents ou leurs enfants. Les capots montraient par la fenêtre la cheminée des crématoires et la fumée qui s'en échappait. Nous ne comprenions pas, nous ne pouvions pas comprendre. Une capot, qui se tenait dans un coin de la pièce, se mettait à crier ou menaçait certaines d'entre nous de son fouet. Puis les capots nous ont fait lever et mettre en rang par ordre alphabétique, et nous sommes passés l'une après l'autre devant des déportés qui nous ont tatoués. Ensuite, nous sommes passés au sauna. Les Allemands étaient obsédés par les microbes. La folie de la pureté les hantait. Peu leur importait que par la suite, celles d'entre nous qui ne mourraient pas à la tâche survivent dans la vermine et les conditions d'hygiène épouvantables. Au printemps 1944, les autorités du camp avaient décidé de prolonger la rampe de débarquement des convois pour la rapprocher des chambres à gaz. Nous nous faisions à l'effroyable ambiance qui régnait dans le camp, la pestilence des corps brûlés, la fumée qui obscurcissait le ciel, la boue partout, l'humidité pénétrante des marais. À partir du début mai, les trains chargés de déportés hongrois
se sont succédé, de jour comme de nuit, remplis d'hommes, de femmes, d'enfants et de vieillards. Une épouvantable tristesse m'étreignait en voyant éparpillés au sol les vêtements des personnes qui venaient d'être gazées. Donc Simone Weil, Une vie, édition Stock 2007. Alors la difficulté peut-être pour l'analyse de ce texte, c'est de bien comprendre que Simone Weil raconte ce qu'elle a vécu, mais ça n'a pas été écrit sur le moment, pendant qu'elle était dans le camp. C'est un texte qui a été écrit après, même si elle raconte ce qu'elle a vécu. Ensuite, vous avez des parties qui sont en italique, qui permettent d'introduire ce texte et de mieux le situer dans le déroulement de son livre. Alors, on va commencer par la première question. Vous aviez 5 questions. C'est une épreuve qui est évaluée sur 20 points. Donc, on pourrait se dire que le correcteur fait 5 x 4, 20. En fait, il y a eu un barème qui a été légèrement modifié suivant la difficulté des questions, d'une façon à ne pas rendre ce barème trop sélectif. Alors, première question, relever 5 étapes de la déportation de Simone Weil à Auschwitz-Birkenau. La difficulté dans cette approche de texte, c'est que il fallait considérer l'introduction en italique comme déjà le récit de sa déportation. Ce qui est en italique nous informe déjà sur ces étapes de la déportation. La déportation, je le rappelle, consiste au déplacement forcé de population pour des motifs raciaux ou politiques. Donc, les différentes étapes de la déportation de Simone Weil à Auschwitz-Birkenau sont, je rappelle, le sujet de la question, c'est aussi important de le faire sur vos copies, sont 2 points. Son arrestation par la Gestapo à Nice, avec sa mère et sa sœur, première étape. Puis elles sont conduites au camp de transit de Drancy en région parisienne. Et là, on est toujours dans l'introduction du texte en italique. Et puis après, le texte dit « Nous avons été embarqués à 5 heures du matin pour une nouvelle étape dans cette descente aux enfers qui semblait sans fin. Des autobus nous ont conduits à la gare de Bobigny. » Donc, troisième étape, elles sont ensuite emmenées en autobus à la gare de Bobigny. Et je reprends le texte ensuite, où l'on nous a fait monter dans des wagons à bestiaux formant un convoi aussitôt parti vers l'est. De Bobigny, on pourrait donc rajouter quatrième étape, elle est déportée vers l'est dans des wagons à bestiaux. Ensuite, le voyage a duré 2 jours, donc on est toujours dans la déportation. C'est la dernière étape de la déportation. On peut rajouter, après 2 jours et demi de voyage, elle arrive, Simone Weil, finalement au camp d'Auschwitz. Alors certains élèves ont rajouté comme étape le départ du camp et le retour en métropole. Mais il faut considérer que dans ce cas-là, elles ne sont plus déportées, ce ne sont plus des étapes de la déportation. Question numéro 2. Relever 2 éléments du texte montrant que les déportés sont déshumanisés, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus considérés comme des êtres humains. 4 points. Alors, les éléments du texte sont par exemple le fait qu'ils ne sont plus qu'un numéro tatoué sur le bras. Ça, c'est un élément. Un autre élément, c'est qu'on pouvait par exemple noter qu'on les menace d'un fouet, ou bien on leur impose un travail forcé qui les fait mourir à la tâche. Certains élèves ont indiqué le fait qu'ils étaient transportés dans des wagons à bestiaux dans des conditions inhumaines. Là aussi, c'est un autre élément qui pouvait être pris en compte dans la réponse. Donc 2 réponses attendues, 2 points par réponse. Question numéro 3. Dans ce témoignage, relevez au moins 3 éléments montrant que les déportés sont arrivés dans un centre de mise à mort, un camp d'extermination. Donc il faut relever les éléments du texte qui indiquent cet aspect du camp. Donc l'auteur à un moment fait référence aux chambres à gaz, elle cite chambres à gaz. Vous l'avez appris en cours, c'est ce qui permettait d'assassiner et d'asphyxier les déportés. On a également le passage qui fait référence aux vêtements des personnes qui venaient d'être gazées. Ça vous fait un 2e élément. Et un 3e élément, elle cite à un moment la fumée sortant de la cheminée des fours crématoires. Donc les fours crématoires, ces fours que les nazis avaient mis en place pour se débarrasser des corps en les brûlant. Donc 3 éléments, 2 points par élément.
Voilà les choses qu'on pouvait relever. Quatrième question, quels éléments de l'idéologie nazie expliquent les génocides des Juifs et des Tziganes ? Eh bien là, c'est une question qu'on retrouve parfois dans les commentaires de documents qui ne font pas spécialement référence aux documents. C'est une sorte de question de cours que vous pouvez trouver dans les commentaires de documents. En effet, quels éléments de l'idéologie nazie expliquent le génocide des Juifs et des Tziganes ? On n'a pas de référence particulière indiquée vers le texte. On ne nous demande pas d'aller chercher ça dans le texte. Donc il fallait retrouver les éléments de l'idéologie nazie, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait dans l'idéologie nazie que cette idéologie-là a décidé le génocide des Juifs et des Tziganes. Donc on pouvait répondre, l'idéologie nazie est raciste et antisémite, et ça c'est votre cours. 2 mots-clés qui permettent d'identifier cette idéologie, et on peut rajouter, les Juifs et les Tziganes sont considérés comme une race inférieure dont il faut se débarrasser pour ne pas nuire à la race aryenne, la race pure des Allemands, selon l'idéologie nazie. Enfin, 5e question, expliquez la phrase soulignée dans le texte. Alors la phrase soulignée est la suivante, nous ne comprenions pas, nous ne pouvions pas comprendre. Et elle dit ça lorsque les capots montraient par la fenêtre la cheminée des crématoires et la fumée qui s'en échappait. Cette déportation, elle ne se fait pas officiellement vers un centre de mise à mort. Officiellement, on dit aux Juifs qu'ils sont envoyés dans des camps de travail. Donc ces déportés s'attendent à devoir travailler. Pour les nazis, évidemment, gratuitement, comme en esclavage. Et c'est ce qui se passera d'ailleurs dans ces camps de mise à mort. Ils sont souvent associés à des usines. Côté d'Auschwitz, il y a l'usine IG Farben, qui est une usine chimique, dans laquelle on ne se prive pas de faire travailler autant que possible ces déportés, même si le but non avoué et non dévoilé par les nazis, c'est celui de l'extermination de ces déportés. Donc on peut noter, par cette phrase, Simone Weil explique qu'elle ne pouvait pas comprendre que cette fumée était celle émise par les corps brûlés des prisonniers. Les déportés pensent être dans un camp de travail, mais Auschwitz est un double camp de concentration et d'extermination. Les déportés ne pouvaient pas comprendre, car l'horreur de cette mort industrielle est cachée par les nazis. Pourquoi ? Bien pour éviter les mouvements de panique. Elle est alors inimaginable, trop horrible, pour qu'ils puissent y croire. Donc là, vous aviez 3 points sur cette question. La présentation, l'expression, l'orthographe sont inclus dans le barème. Beaucoup d'élèves oublient encore de rappeler le sujet de la question, de présenter la réponse en rappelant de quoi vous parlez. C'est important de le faire. Il faut vraiment faire comme si la personne qui lisait votre copie ne sait pas de quoi vous parlez et vous devez tout lui mâcher, tout lui indiquer pour rendre votre réponse intelligible. Nous allons maintenant continuer le corrigé de ce brevet blanc avec l'épreuve de géographie. Donc exercice 2, il s'agissait donc d'une partie rédigée en géographie, évaluée sur 13 points, plus 2 points pour la présentation, l'orthographe, l'expression, ça fait donc 15 points. Ensuite, vous aviez l'exercice de repérage qui, lui, était évalué sur 5 points. Donc ça nous fait un total de 20 points pour cette deuxième épreuve de géographie. Alors, ça a été effectivement l'épreuve pour laquelle vous avez rencontré le plus de difficultés. Cette partie rédigée n'est pas simple, car on vous demande d'être capable de restituer un certain nombre de connaissances à l'écrit sur une partie rédigée d'environ 20 lignes. Alors, il faut lire le sujet, il faut réfléchir au sujet et sélectionner les connaissances adaptées à ce sujet. Alors, le sujet était le suivant. L'évolution des espaces industriels en France. Vous voyez, c'est souligné sur votre feuille. Et vous aviez un guidage ensuite qui vous permettait de mieux réaliser la tâche. Sous la forme d'un développement construit d'une vingtaine de lignes, décrivez et expliquez l'évolution du système productif et des espaces industriels français. Donc là, c'est ce qui est sous-entendu, c'est l'évolution du système productif industriel et des espaces industriels français.
Je continue en vous appuyant sur l'exemple d'espace industriel vu en cours. Donc il s'agit bien d'un sujet, non pas sur les 3 types d'espaces productifs vus en classe, mais sur l'espace productif industriel. Mais pas seulement un travail qui aborde l'espace territorial et géographique, mais aussi l'évolution du système productif, c'est-à-dire de l'activité industrielle. Donc vous allez pouvoir indiquer des localisations, on fait de la géographie, et ensuite il va falloir indiquer des éléments d'évolution, c'est-à-dire à la fois comment ces espaces évoluent dans le temps et comment le système productif industriel évolue lui aussi dans le temps. Voilà. Donc il est conseillé d'organiser votre devoir en classant vos idées, vos thèmes. Vous pouvez introduire et conclure. Je vous propose le corrigé suivant. Les espaces productifs sont des parties du territoire directement dédiées à la production de richesses, qu'elles soient agricoles, industrielles ou de services. Apprenez les définitions, vous pouvez les réutiliser dans ces parties rédigées. C'est ce qu'on vient de faire en définissant l'espace productif. Je continue. Les espaces industriels, eux, produisent des biens grâce à la transformation de matières premières. Je définis un espace industriel. Une fois ces éléments définis, vous pouvez questionner le sujet. Quelles évolutions ont-ils connues, ces espaces ? Quelles dynamiques actuelles permettent une recomposition de l'espace industriel français, c'est-à-dire une transformation de la répartition de cet espace industriel français. Donc un plan en 2 parties. On va d'abord traiter les espaces qui connaissent un recul industriel, donc une désindustrialisation, et puis deuxième partie, on parlera des espaces qui sont plutôt en développement, en utilisant, comme il est demandé dans l'énoncé, l'exemple vu en cours. Alors on peut démarrer ce travail en indiquant tout de suite que Paris, et sa région, reste le cœur industriel du territoire. Les grandes villes sont également souvent des pôles industriels, donc un élément de localisation. Et on se rappelle la carte que vous aviez faite sur ce sujet. D'ailleurs, au passage, ce qui pouvait vous faciliter la tâche pour réaliser cette partie rédigée, c'était d'utiliser l'exercice de repérage qu'on vous demande ensuite. Cet exercice de repérage, lorsqu'on lit la légende, on retrouve la répartition des espaces industriels. Donc effectivement, cette carte-là aurait pu très bien vous aider à construire votre devoir. Donc, on continue avec les espaces plutôt en désindustrialisation. Je vous lis le corrigé. Par ailleurs, la France connaît un phénomène de désindustrialisation, je définis, c'est-à-dire une diminution ou disparition de l'activité industrielle. Ce phénomène est déjà ancien dans le nord et l'est du pays, dans le secteur minier, textile et sidérurgique. On retrouvait ça d'ailleurs sur la carte avec le grand D, il vous était donné ancienne région industrielle en conversion, c'est-à-dire en reconversion. C'est ce qu'on peut d'ailleurs noter en suivant. Les délocalisations ou transferts d'une production vers les pays étrangers, au coût moins important, je définis le mot au passage, sont en partie responsables de cette désindustrialisation. Il existe cependant des efforts de reconversion ou de conversion dans ces régions en crise. De plus, la France reste un pays attractif pour les investissements étrangers. La partie suivante de cette partie rédigée. De nouveaux espaces industriels connaissent pourtant un développement rapide dans l'ouest et le sud du pays. Ils forment un croissant attractif et dynamique. Effectivement, retrouvez ça sur la carte en suivant. Il était indiqué grand C, périphérie dynamique et activité de haute technologie. Avec, on retrouve l'arc atlantique et méditerranéen qui remontait d'ailleurs sur la carte jusque dans la région lyonnaise et les vallées alpines. Par exemple, l'espace aéronautique de Toulouse, là on prend l'exemple du cours, il se trouve dans la banlieue ouest de Toulouse, capitale de la région Occitanie, je localise. C'est un espace industriel dédié à la construction des avions Airbus,
je définis. Cette activité industrielle est une activité de haute technologie, c'est-à-dire basée sur les découvertes scientifiques et techniques. Je définis activité de haute technologie. Cet espace de production forme un technopôle, c'est-à-dire, je définis là encore, un espace consacré à la haute technologie et à la recherche. La fabrication de l'Airbus est un projet européen, car différents éléments de l'avion arrivent de plusieurs pays européens pour être assemblés à Toulouse. C'est un aspect de la participation de cet espace à la mondialisation des échanges. Bon, ça c'était un petit peu en plus, c'était pas indispensable à noter, mais vous pouviez le faire également. Un peu comme en introduction on avait parlé de Paris, on peut indiquer les espaces faiblement industrialisés, que vous avez donc indiqués en grand A sur la carte. Les espaces industriels ne se rencontrent pas partout en France. Du centre au nord-est, une diagonale sous-industrialisée traverse le pays. Ça nous rappelle la diagonale du vide qu'on avait vue par ailleurs en ce qui concerne la population. Conclusion, la France reste une puissance industrielle, 8e rang mondial, 4e rang européen, même si la part de son industrie recule dans l'emploi et le produit intérieur brut. Donc on avait un barème sur 13 points, plus 2 points pour la présentation de l'orthographe. Ce barème-là était variable en fonction des copies. Si un élève mettait davantage de choses, d'éléments sur le sujet, on pouvait ventiler cette attribution de barème de façon à valider ses connaissances. Alors les difficultés rencontrées par les élèves pour cette épreuve, c'est effectivement d'arriver à mobiliser, retrouver les connaissances sur le sujet, mais surtout éviter le hors-sujet. Il y a encore beaucoup de hors-sujet, beaucoup d'élèves qui se lancent sur les espaces productifs agricoles, les espaces de services. Ce n'est pas le sujet et en aucun cas, ce travail-là ne peut être valorisé sur une copie. Il vaut mieux faire que le sujet, tout le sujet, rien que le sujet, et vous êtes davantage sûr d'obtenir les points qu'on attend. Bon, c'est là aussi où on voit que l'apprentissage de la leçon est un passage obligé, indispensable. C'est pour ça que vos fiches résumées que vous pouvez vous faire ou les tableaux de synthèse peuvent vous aider à retenir ces cours. Il faut apprendre les leçons, il faut s'entraîner à rédiger. Ce sont des choses que vous devez maîtriser maintenant en 3e. On continue avec l'exercice de repérage géographique, puisque comme vous aviez eu un commentaire de document en histoire, vous avez une partie rédigée en géographie et un repérage en géographie. Donc, il fallait remettre les bonnes propositions dans la légende. Donc, on avait dans l'ordre de haut en bas sur la légende, le premier élément de la légende, c'était le Grand B, Paris et sa région, cœur industriel du pays. Ensuite, on descendait avec les hachures, avec le Grand D, ancienne région industrielle en conversion, reconversion, et on retrouve ces régions du nord et de l'est. Ensuite, toujours en descendant, c'était le Grand C, périphérie dynamique et activité de haute technologie, donc l'arc atlantique méditerranéen, qui remonte même ici sur la carte jusqu'en Alsace, pour les régions attractives, où on rencontre des industries de haute technologie. Et enfin, tout en bas, le dernier figuré de la légende, grand A, espace peu industrialisé, en dehors de quelques centres isolés. C'était donc la diagonale sous-industrialisée qui traverse la France. Enfin, dernière partie, exercice 3, la partie qui concerne l'enseignement moral et civique, c'est une partie qui est évaluée sur 10 points. Donc c'est toujours un commentaire de document avec, je vous l'avais dit, une sorte de petite partie rédigée qui peut quand même se cacher dans les questions proposées sur cette partie 2MC. Alors, le sujet était les inégalités hommes-femmes, une remise en cause des valeurs de la République. C'est un sujet qui avait été donné dans les établissements français d'Amérique du Nord en juin 2018. On a 3 documents, enfin une introduction et 2 documents. On va les lire et puis on fera le corrigé des questions. Alors ça démarre avec un petit texte intitulé « Situation pratique ».
L'égalité homme-femme en France. Depuis 1982, le 8 mars est officiellement reconnu en France comme la journée des droits des femmes. Votre collège profite de cette journée pour organiser une exposition et rappeler qu'en France, hommes et femmes disposent de droits égaux, mais que des inégalités persistent. Voici 2 panneaux issus de cette exposition. Donc on nous replace un petit peu dans une situation pratique d'élèves qui ont préparé une exposition là-dessus. Document 1, titre du panneau, quelques étapes dans la mise en œuvre d'une égalité des droits entre hommes et femmes. 1907, la loi accorde aux femmes mariées la libre disposition de leur salaire. 1924, les programmes de l'enseignement secondaire sont les mêmes pour les filles et les garçons. 1944, droit de vote et d'éligibilité aux femmes. 1946, le principe de l'égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines est désormais inscrit dans la Constitution. 1965, loi de réforme des régimes matrimoniaux qui autorise les femmes à exercer une profession sans autorisation de leur mari et à gérer leurs biens propres. 1972, le principe de l'égalité des salaires entre les femmes et les hommes est inscrit dans la loi. 2000, loi favorisant l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux. Le document 2 ensuite, donc le titre du panneau, les inégalités professionnelles aujourd'hui. Par rapport aux hommes, les femmes gagnent 3 points de suspension, 27,5% de moins dans le secteur des services où elles sont 88% à travailler. Deuxième élément, 21,8% de moins lorsqu'elles sont cadres. Leurs emplois sont les plus précaires et les moins bien rémunérés puisqu'elles représentent 62% des emplois non qualifiés. La source, panneau réalisé par les élèves, les données chiffrées sont issues de franceinfo.fr, 17 septembre 2014. Alors les questions sont les suivantes, questions et les réponses. Selon le document 1, de quand date l'affirmation du principe d'égalité complète entre hommes et femmes en France? Le document 1, c'était la série de dates qui se suivent. Il faut chercher dans ces dates l'élément de la question qui est principe d'égalité complète. Et lorsque j'arrive à 1946, il est noté le principe de l'égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines, donc complète, est désormais inscrit dans la Constitution. Donc, c'était effectivement l'affirmation du principe d'égalité parfaite, enfin complète, entre les hommes et les femmes en France date de 1946, lorsque celui-ci est inscrit dans la Constitution de la Ve République. Deuxième question. Pourquoi, selon vous, a-t-il été nécessaire d'adopter ensuite de nouvelles lois sur l'égalité homme-femme? Ensuite, c'est-à-dire après 1946 finalement. Je regarde ma chronologie et je vois qu'en 65, on parle de réforme des régimes matrimoniaux pour que les femmes puissent exercer une profession. Je vois en 72, principe d'égalité des salaires. Et en 2000, l'égalité d'accès aux mandats électoraux. Donc effectivement, il y a des lois complémentaires. Alors pourquoi ? Alors la réponse n'est pas donnée de façon explicite dans votre document. Ce qu'on peut se dire, c'est que malgré ces lois de 44-46, eh bien, ça ne devait pas fonctionner normalement. Ça ne devait pas fonctionner comme on l'espérait. Donc, on peut répondre, il a été nécessaire d'adopter ensuite de nouvelles lois, car l'égalité affirmée par la Constitution n'a pas été mise en œuvre automatiquement. Il a donc fallu faire ensuite des lois dans chaque domaine, matrimonial, professionnel ou politique. Bon, la réponse n'était quand même pas évidente, je trouve, et si vous cherchiez dans le document, vous ne trouviez pas, il fallait répondre un peu comme on pouvait le pressentir ou comme on le voyait. Question numéro 3. À partir du document 2, montrer que des inégalités persistent dans le domaine professionnel. Alors le document 2, c'est celui d'en bas, où justement, on nous donne des pourcentages en ce qui concerne les salaires.
puisqu'il est indiqué dans le document, par rapport aux femmes, les femmes gagnent 27,5% de moins dans tel secteur, 21,8% de moins dans tel autre. Donc ce que l'on peut noter, c'est que des inégalités persistent dans le domaine professionnel. Je reprends le sujet de la question, entre les hommes et les femmes. Dans les commentaires du document, il est important que vous rappeliez le sujet de la question. Et je reprends les éléments du document. Les femmes gagnent 27,5% de moins que les hommes dans le secteur des services. Le deuxième élément, même quand elles sont cadres, leur salaire est inférieur de 21,4% à celui des hommes. On pouvait également rajouter qu'elles sont les plus touchées par la précarité. La précarité, ça signifie qu'elles n'ont pas d'emploi pérenne, d'emploi définitif. Il faut renouveler les contrats, etc. Quatrième question, proposer au moins 2 explications au maintien d'inégalités professionnelles entre hommes et femmes. Donc pourquoi il y a encore ces inégalités professionnelles entre hommes et femmes? Alors là, c'est un petit peu pareil. Je trouve que les documents ne vous donnent pas nécessairement les réponses. Alors je vous propose, question 4, les inégalités professionnelles entre les hommes et les femmes se maintiennent car ces dernières, c'est-à-dire les femmes, sont souvent victimes de préjugés qui les désignent comme moins compétentes, justifiant ainsi des salaires moins élevés. Donc voilà, globalement c'est le sexisme. Ensuite, on pouvait rajouter, elles interrompent souvent leurs études ou leur carrière pour s'occuper de leurs enfants ou lorsqu'elles sont enceintes, ce qui les désavantage pour la reprise du travail. Enfin, on peut noter, et là c'est quand même l'élément qu'on trouve à la fin du document 2, lorsqu'on nous dit qu'elles représentent 62% des emplois non qualifiés, on peut rajouter, elles sont plus nombreuses à travailler dans les secteurs où les salaires sont plus faibles. Enfin, question numéro 5, et c'est là qu'on retrouve la partie rédigée déguisée dans le commentaire. À partir des documents 1 et 2, rédiger un texte de quelques lignes de conclusion à l'exposition, donc on se replace dans le cadre de l'exposition, expliquant en quoi les inégalités entre les hommes et les femmes vont à l'encontre des valeurs de la République française. Conclusion certes, mais j'ai quand même un sujet dans ma question. Je dois expliquer en quoi les inégalités entre hommes et femmes vont à l'encontre des valeurs de la République. C'est ça le cœur de ma réponse. En quoi les valeurs de la République ne sont pas respectées. Je vous propose comme réponse, cette exposition montre que la mise en œuvre de l'égalité des droits entre hommes et femmes a été longue, commencée au début du XXe siècle, 1907 donc. Elle est marquée par la loi de 1946 qui inscrit dans la Constitution le principe d'égalité entre les hommes et les femmes dans tous les domaines. Donc ça, c'est ces premières lignes, c'est vrai, ça pourrait faire office de conclusion à l'exposition. Cette mise en œuvre de l'égalité des droits est longue et n'est pas terminée, et elle se poursuit aujourd'hui, puisque certaines inégalités, par exemple matrimoniales, professionnelles ou politiques, persistent entre hommes et femmes. Et enfin, je dois traiter la question centrale, donc je réponds, ces inégalités vont à l'encontre des valeurs républicaines, point. La République essaye de combattre ces inégalités et les préjugés qui en sont à l'origine en instituant des lois particulières précisant le principe d'égalité. Voilà pour ce corrigé de brevet blanc. Bon, vos notes ont été meilleures en éducation civique, mais la leçon qu'il faut retenir, c'est d'apprendre les leçons, de maîtriser les contenus de cours et d'être capable d'écrire un certain nombre de lignes sur ces cours. Donc un conseil, révisez, relisez régulièrement vos cours. Vous pouvez faire des fiches de révision et ainsi, si vous vous organisez, eh bien, vous devriez vous en sortir. Merci.